ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous présenter Catherine Testa. Vous êtes fondatrice du site l'optimisme.com et Philippe Gabillier, vous êtes porte-parole de la Ligue des optimistes de France. J'ai découvert à cette occasion qu'il y avait une Ligue des optimistes de France. Alors, de l'optimisme, on en a besoin, notamment après, j'allais dire après ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir le président de la République qui répondait à nos confrères, mais je fais plutôt allusion au contexte de la crise sanitaire. Vous allez peut-être nous donner des recettes sur les manières de rester optimiste malgré cette crise sanitaire. Mais tout d'abord, je voudrais que vous nous donniez votre définition à l'une et à l'autre de l'optimisme. Alors, qui veut commencer? Alors, moi, je vais... Peut-être Catherine, quelle est votre définition de l'optimisme? Alors, moi, je vais partir peut-être de la définition de l'entrepreneur. Pour moi, c'est penser que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui et tout faire pour y contribuer. Il y a quelque chose de très responsabilisant dans l'optimisme. Alors, ça ferait très plaisir au président de la République d'entendre ce que vous venez de dire. Quant à vous, Philippe, votre définition de l'optimisme? Moi, je vous dirais que l'optimisme, c'est, en toutes circonstances, s'efforcer de mettre la réalité, aussi adverse soit-elle parfois, sous la tension la plus positive possible. C'est-à-dire toujours se dire face à ce qui est difficile, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir essayer d'en faire? Alors, précisément, la situation est ce qu'elle est en ce moment. On en a parlé toute la soirée. Est-ce qu'on peut trouver, malgré tout, des raisons d'être optimiste? De toute façon, la vie est telle que... je dirais la fatalité, l'adversité, de toute façon, n'ont jamais été opposables à l'optimisme. Simplement, une fois le choc passé, voilà, on a un problème d'activité, on perd quelqu'un, on a une grave maladie. Une fois le choc passé, la vie a ceci de formidable, c'est qu'elle veut de coûte que coûte continuer. Alors, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit même parfois d'avoir des doutes. Bon. Mais fondamentalement, les individus qui survivent, les civilisations qui survivent, ont toujours trouvé en elles des ressources. Donc l'optimiste dira, je vais essayer de trouver en moi des ressources, trouver des idées pour essayer peut-être de contourner, continuer à avancer coûte que coûte, me trouver des marges de manœuvre là où il n'y en avait peut-être pas. Tenter des solutions, même si elles ne sont pas parfaites et définitives, mais on va tenter des coups, on va parier sur l'amélioration possible des choses. Et alors, comment faire en ce moment pour parier sur l'amélioration des choses? Mais alors, concrètement, quel type de raisonnement il faut avoir ou de questions il faut se poser? On a eu un très bel exemple, parce qu'on peut pas justement parler de ça dans l'absolu. Il faut prendre des exemples concrets. On a eu de beaux exemples avant les annonces de ce soir, dans tout le monde de la restauration, qui a tenté coûte que coûte, malgré des contraintes, trouver des solutions, les trottoirs, les cartes courtes, changer un peu les horaires, etc. De toute façon, avec ce qui vient de se passer là, surtout sur les villes où on se prend le couvre-feu, la situation va être la même. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de restaurateurs qui vont, par exemple, tenter, j'en suis à peu près sûr, ils vont tenter de faire non plus des happy hours, mais des happy dinners. C'est-à-dire, on va se trouver des horaires, on va proposer à la clientèle... On dîne à 18h? Allez, on se fait ça à la norvégienne, à l'allemande, à 19h. Je disais, on va tenter le coup. On commence à 18h, on finit à 21h. On va tenter des choses. Ça marchera peut-être, ça marchera pas, mais... Ce qui est fondamental dans l'état d'esprit optimiste, c'est de se dire, en toutes circonstances, on refuse de consentir au mal, à la fatalité et aux difficultés. Voilà. Alors Catherine, quand on va sur votre site, on lit que partout, invisible, il y a des gens qui cherchent à rendre le monde meilleur. Qui sont ces gens en ce moment? Alors j'ai envie de vous dire tous les entrepreneurs, tous les profs qui s'engagent, tous ceux qui essaient de créer probablement un peu de solidarité dans notre société. On cherche les clés de l'optimisme, et l'optimisme, c'est la beauté de notre humanité, c'est la simplicité, c'est tout ce qui s'est mis en action. Philippe parlait des restaurateurs qui essaient de contourner les systèmes, mais il y a aussi tous ceux qui se sont mis en symbiose, en intelligence collective, pour aller sauver des vies parfois. Et ça, c'est ce qu'on oublie au quotidien. On se focalise toujours sur ce qui ne va pas. Il faut quand même le dire, parce que la situation est anxiogène, et pour moi, c'est du bon sens aussi d'aller chercher ce qui va bien. En fait. Alors, vous dites un truc intéressant, c'est qu'on se focalise systématiquement sur ce qui ne va pas. D'où vient ce trait de caractère? D'abord, est-ce que c'est un trait de caractère occidental? Est-ce que de tout temps, on a associé le pessimisme à l'intelligence? Est-ce que ça vient d'où? On a l'air de bienheureux naïfs, presque, quand on dit qu'on est optimiste. Moi, je suis diplômée en développement durable, j'ai travaillé dans le digital, je ne suis pas naïve. Je vois bien les limites de notre système. Je vis à Paris, je vais avoir le couvre-feu, etc., etc. Et l'optimisme, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'incarne au quotidien, en fait, et qui veut demain aller chercher ceux qui s'engagent pour soi-même avoir envie d'agir.
Parce que si on ne regarde que ce qui ne va pas, naturellement, parce qu'on est des mammifères, c'est un instinct de survie de connaître les dangers potentiels. Et ben, si on regarde que ce qui ne va pas, on va se dire perdu pour perdu, moi je fais rien. Alors, pessimisme et intelligence vont de pair. En même temps, je vous regarde, vous avez l'air très intelligents tous les deux, et vous êtes optimiste. Oui, parce qu'en fait, dans le fond, l'optimisme interdit pas la lucidité. Et je pense d'ailleurs que s'il y a vraiment des situations qui nécessitent de l'optimisme, c'est les situations où on a la conscience que les choses se présentent pas très bien et sont difficiles. Être optimiste, c'est face à un accident grave, une fois qu'on a pris le choc et qu'on a fait le deuil de l'homme ou de la femme qu'on était avant, dire je vais essayer d'en faire quelque chose. Moi, j'ai un de nos amis bien connu qui est Philippe Croison, je dirais extraordinaire, merveilleux Philippe, et qui est pour moi alors, un exemple on précise, Philippe Croison qui a eu un accident terrible, il a perdu les deux bras, les deux jambes. Et c'est un homme qui est porteur d'une inspiration extraordinaire pour des jeunes aujourd'hui handicapés comme lui. Et c'est quelqu'un qui dit voilà, face à ce qui m'est arrivé, j'aurais préféré que ça m'arrive pas, mais maintenant que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je vais essayer d'en faire? Mais ce qui est vrai, c'est que nous, depuis la nuit des temps, le pessimisme a été darwinien. On va pas se raconter d'histoire. Nous ici, on est tous des descendants de pessimistes, parce que vous pensez bien que les optimistes du temps de Cro-Magnon, ils allaient pas bien loin. Hein, vous vous en doutez bien. Mais il n'empêche que dans la société aujourd'hui, parce que nous avons des marges de manœuvre que nos ancêtres n'avaient pas, parce que nous avons des possibilités de choix que nos ancêtres n'avaient pas, parce que nos marges d'action sont différentes, on peut toujours se dire, dans le fond, pourquoi pas moi, pourquoi pas maintenant, pourquoi ne pas essayer des choses? Vous organisez, vous Philippe, à la tête de la Ligue des optimistes de France, des événements optimistes. C'est quoi un événement optimiste? En fait, les événements optimistes, c'était dans le cadre de ce mouvement citoyen qu'on avait monté avec Jean d'Ormesson, Éric Orsena et d'autres il y a maintenant une dizaine d'années. Quels sont les composants? À Clermont-Ferrand, par exemple, il y a une semaine de l'optimisme avec des conférenciers, des spectacles. Dans beaucoup de villes de France, on organise des dîners d'optimistes où en fait on fait venir un médecin, un entrepreneur, un prof, un psy, qui vient juste expliquer aux gens que dans la vie très compliquée qu'est la nôtre, on a toujours plus de marge de manœuvre qu'on pense et on a souvent beaucoup plus de ressources qu'on ne pense. C'est plutôt une espèce de regard porté sur ce qui va bien, mais en disant attention, ça va pas bien. C'est-à-dire c'est le contraire, je dirais c'est Bernanos qui disait c'est vrai que parfois les optimistes sont des imbéciles heureux. Hein. Heureusement, il faut se rassurer, les pessimistes ne sont que des imbéciles tristes. Voilà. Donc on a fait un choix à un moment donné, mais vous voyez, c'est un pari. C'est-à-dire que on fait un pari, on parie sur l'intelligence, on parie sur la créativité, on préfère faire ça parce que ça met les autres aussi en énergie. Mais comme tous les paris, comment vous dire, on peut les perdre les paris, mais ça s'appelle la vraie vie. Si je veux vivre sans jamais faire de paris que je risque de perdre, je mènerai une vie de banalité, d'une morosité terrible. Alors Catherine, je suis allé sur le site l'optimisme.com, il y a plein de reportages, d'interviews de gens qui franchement reboostent, hein, ils ont vraiment le moral. Alors il y a aussi des recettes, hein. Ça peut paraître parfois gadget, mais certains y trouveront leur compte, et notamment la manière de s'habiller. Et vous dites, ou l'une des personnes que vous avez interrogées sur le site explique que à chaque couleur correspond une force. Hein. Si vous avez besoin de force, c'est le rouge, de motivation, c'est le orange, le blanc et le violet, c'est si vous avez besoin de spiritualité, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose, la manière de s'habiller, qui influe sur notre optimisme et qu'éventuellement vous conseilleriez en ce moment parce qu'on en a besoin? Alors complètement, moi je me suis toujours affolée des parapluies noirs. Déjà, vous êtes habillé en noir. Et oui, mais vous êtes naturellement optimiste, donc vous n'avez pas besoin de ça, c'est ça? Je me suis demandé les couleurs du plateau, en fait. Je me suis assortie au plateau, pour être très honnête. En fait, il y a plein de petites recettes. Le fait de se rappeler chaque soir 3 petites jolies choses de la journée, parce que oui, on va retenir évidemment l'allocution qu'il y a eu ce soir, mais on va aussi se rappeler peut-être qu'on a commenté le débat avec des amis, avec des collègues, qu'on a pu aller... on va pouvoir lire des petites citations. Les petites joies du quotidien, on a tendance à les minimiser parce qu'elles sont pas un télo. Mais c'est ça qui fait qu'on est des humains, tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi s'entourer de personnes optimistes. C'est important parce que vous passez une journée avec des gens qui font la gueule, à la fin de la journée, vous n'allez pas bien. Et oser se dire, il a le droit de choisir d'être pessimiste, mais moi, j'ai envie de construire ma société. Alors je continue ma liste des couleurs. Hein. L'optimisme, habillez-vous en jaune. Vous avez besoin de sécurité, mettez du vert. Vous avez besoin de vous affirmer, l'affirmation de soi, ça passe par le bleu. Vous avez besoin de sagesse intérieure, c'est indigo. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat écourté, mais intéressant, passionnant et utile dans le contexte actuel. Merci infiniment.